Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. À la une, le grand parti unifié, officiellement lancé en Côte d'Ivoire. Son objectif, rassembler toutes les forces politiques alliées en vue de la présidentielle de 2020. Mais le patron du PDCI, Henri Konan Bédié, refuse de se joindre au mouvement malgré les appels à l'unité d'Alassane Ouattara. La crise politique en Tunisie, rien ne va plus entre Béji Caïd Essebsi et Youssef Chahed. Le président a appelé à la démission de son Premier ministre en direct à la télévision. Et puis en Afrique du Sud, les célébrations du 100e anniversaire de Nelson Mandela avec l'hommage de Barack Obama. À Johannesburg, l'ex-président américain a salué la mémoire d'un vrai géant de l'histoire. En Côte d'Ivoire, un nouveau rassemblement est né. C'est le grand parti unifié du RHDP. Alassane Ouattara a été nommé à sa tête. Le président ivoirien souhaite réunir le plus largement possible tous les partis sous une seule et même bannière. Seulement voilà, le grand allié Henri Konan Bédié est aux abonnés absents. Le reportage à Abidjan de Thaïs Brouk et Franck Hersey. Une assemblée générale aux allures de campagne présidentielle. RDR, UPCI, MFA, PIT, les militants des partis de la coalition au pouvoir sont venus donner de la voix pour ce moment qu'ils jugent historique. Tous sont représentés, et même des militants du PDCI d'Henri Konan Bédié. Nous voulons que le président Alassane Dramane Ouattara et le président Henri Konan Bédié se rejoignent, puissent s'unir pour envoyer un grand développement à la Côte d'Ivoire. Les guerres par-ci, les morts par-ci, nous sommes fatigués. Seul le parti unifié peut nous apporter la paix. Henri Konan Bédié exige comme préalable à l'union qu'une personnalité issue de ses rangs soit le candidat unique du RHDP à la prochaine présidentielle. L'ex-président a appelé au boycott de l'événement, mais les cadres de son parti en faveur du parti unifié se comptent par dizaines. Et je suis persuadé et même convaincu aussi que le président Henri Konan Bédié va nous suivre. La preuve, il a fait venir des observateurs. Donc pour nous, c'est une avancée notable. Alassane Ouattara est désigné président du RHDP, le parti unifié. Le chef de l'État a tendu la main à son allié d'hier à maintes reprises, faisant référence à la crise post-électorale de 2010-2011. Je demande à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, nous devons rester ensemble comme nous l'avons fait à l'hôtel du Golfe face à la mort et au bombardement. Face à une opposition affaiblie et divisée, un parti unifié incluant le PDCI en aurait fait une machine de guerre quasi imbattable pour les élections locales et la présidentielle de 2020. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Après avoir laissé planer le doute, le président Alassane Ouattara semble donc prêt à passer la main en 2020. La balle est désormais dans le camp du président Henri Konan Bédié. Candidat à la présidentielle ou pas, Alassane Ouattara devrait annoncer ses intentions lors d'une allocution le 6 août prochain, à la veille de la fête de l'indépendance. Un Premier ministre désavoué en direct à la télévision par son président sur une chaîne de télévision privée, controversée, visée par plusieurs plaintes. Le parti au pouvoir qui se déchire, voilà le contexte de la crise politique qui sévit en Tunisie. Béji Caïd Essebsi a appelé au départ de Youssef Chahed. De passage à Paris, notre correspondante en Tunisie, Lilia Blaise, nous décrypte cette crise au sommet. Il y a deux choses essentielles. La première, c'est ce conflit ouvert entre Youssef Chahed et le fils du président de la République, Hafez Caïd Essebsi, qui dure depuis plusieurs mois. Donc Hafez Caïd Essebsi, qui est aussi le directeur exécutif de Nida Tounes, le parti dont fait Youssef Chahed, appelle au départ de Youssef Chahed, officiellement parce qu'il aurait fait un mauvais rendement en tant que chef du gouvernement, alors qu'en coulisses, c'est une vraie guerre entre les deux hommes qui se joue. Et puis le second point, c'est l'UGTT, la centrale syndicale, qui, elle, est contre Youssef Chahed aussi par rapport à son rendement. Il n'a pas su redresser la situation économique et sociale, selon la centrale syndicale. Et puis, il a pris des positions un peu libérales, notamment sur la privatisation des entreprises publiques, qui est très impopulaire auprès de l'UGTT. Lilia, est-ce que l'avenir de Youssef Chahed est menacé, vraiment menacé? Alors, pas vraiment, puisqu'il a deux options. Soit faire, donc, comme le président de la République lui intime, présenter sa démission au gouvernement, au Parlement, et c'est le Parlement, du coup, qui décidera. Et là, il a
beaucoup de soutien puisqu'il y a le parti islamiste Ennahda qui est de son côté, qui depuis le début dit qu'il est partisan d'une stabilité. Il y a aussi des députés de son propre parti, Nida Tounes, qui ne sont pas avec le fils du président, donc qui pourraient aussi lui donner leur confiance. Et puis il y a une autre carrière, s'il démissionne, une carrière politique pour les présidentielles de 2019. On chuchote que Youssef Chahed pourrait donc se présenter s'il choisit de démissionner maintenant. Il a une certaine assise populaire, il a lancé l'année dernière une guerre anticorruption qui lui a donné une vraie assise auprès de la population tunisienne. Et donc ça pourrait être une autre option pour lui. En Égypte, le Parlement accorde l'immunité judiciaire aux officiers supérieurs de l'armée. La loi approuvée par les députés concerne les faits commis entre juillet 2013 et juin 2014. Une période qui correspond à la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi et à l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi, à l'époque chef de l'institution militaire. Au Zimbabwe, l'élection présidentielle du 30 juillet approche à grands pas et l'opposition craint que des fraudes viennent une nouvelle fois entacher le scrutin. Les observateurs africains sont déployés. Le chef de file de l'opposition zimbabwéenne les a appelés à bien veiller sur la transparence. Nelson Chamisa qui a dénoncé des irrégularités lors du vote anticipé des policiers. Les détails de Nicolas Germain. Nelson Chamisa, le leader de l'opposition au Zimbabwe, affirme qu'il a des preuves que les policiers n'ont pas pu voter à bulletin secret. Nos policiers ont dû voter en présence de leurs supérieurs. Le vote n'était pas secret. Des policiers nous ont donné cette information. Ils nous ont appelés pour se plaindre. Nous avons protesté, mais cela a continué. Donc ces votes-là ne devraient pas compter. Comme dans beaucoup de pays, les policiers au Zimbabwe votent quelques jours à l'avance pour pouvoir être en service le jour J. L'élection aura lieu le 30 juillet et les policiers ont donc voté la semaine dernière près de Bulawayo dans une atmosphère crispée. Les policiers peuvent-ils voter librement? C'est la vraie question. Nous voulons qu'ils puissent voter librement. Ce sont des Zimbabwéens, c'est leur droit. La commission électorale, elle, a rejeté les accusations de l'opposition. Mardi, Nelson Chamisa a aussi demandé au bloc régional de la SADC et à l'Union africaine de veiller à la transparence du scrutin. L'Union européenne va envoyer des observateurs. Le principal rival de Nelson Chamisa sera l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. Il a accédé à la présidence en novembre, lorsque Robert Mugabe a été renversé par l'armée. Mugabe avait contrôlé le Zimbabwe pendant 37 années. Barack Obama est en Afrique du Sud pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. L'ex-président américain a rendu un hommage appuyé à Madiba. Un discours très politique, teinté de pique à l'écart de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Le récit de Cécilia Dobati. Yes, we can. C'est avec son très célèbre slogan que la dernière épouse de Nelson Mandela accueille sur scène Barack Obama. Son discours à peine entamé et déjà il lance une pique à son successeur, mais sans le nommer. Étant donné l'époque étrange et incertaine dans laquelle nous sommes, avec tous les jours des informations et des unes de journaux qui donnent le vertige et qui sont gênantes, je pense qu'il peut être utile de prendre du recul et de mettre les choses en perspective. Barack Obama a aussi dénoncé la montée des populismes dans le monde. Des politiques inspirées par la peur et le ressentiment sont apparues. Et elles progressent à un rythme qui aurait semblé inimaginable il y a seulement quelques années. Devant environ 15 000 personnes réunies dans un stade de Johannesburg, Barack Obama a rendu hommage à Nelson Mandela, l'icône de la lutte contre l'apartheid, le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud. Mais il a surtout fait l'éloge des valeurs humanistes, d'égalité et de tolérance que représentait le prix Nobel de la paix. Il vante alors au passage la diversité de l'équipe de France. Ils n'ont pas tous l'air d'être gaulois. Mais ils sont français. L'ancien président des États-Unis a aussi dénoncé le capitalisme sauvage, les politiques de migration raciste ou encore la négation du réchauffement climatique. Autant d'attaques à peine voilées à Donald Trump.
Le 12e festival de rail de Oujda a ouvert ses portes. Les fans du blues maghrébin ont jusqu'au 21 juillet pour venir écouter les artistes marocains, mais aussi ceux venus de partout dans le monde. C'est aussi l'occasion pour le Maroc de revendiquer l'inscription du rail au patrimoine mondial de l'UNESCO, de quoi provoquer la colère des Algériens. Regardez. Pour les Marocains, le Festival international du rail à Oujda est un rendez-vous incontournable. Il revient sur les origines de cette musique populaire et ses influences arabo-andalouses. Car le rail, c'est un peu comme le blues du Maghreb. L'artiste Nabil Khaldi a ouvert le bal avec plusieurs célébrités du répertoire marocain. C'est une création qui inclut de nombreux artistes de Tanger, Laayoune et Casablanca. Beaucoup sont venus non seulement pour le festival, mais aussi parce qu'Oujda a été nommée capitale de la culture arabe cette année. Et pour célébrer la culture arabe, le rail reste une référence pour deux pays, le Maroc et l'Algérie. Ce courant musical, né au début du XXe siècle, s'est propagé dans tout le Maghreb dès les années 60. Il s'est ensuite internationalisé 30 ans plus tard. Sur ces images vieilles de 10 ans, le festival d'Oujda rassemblait déjà des milliers de personnes. Il célébrait aussi l'héritage partagé de la culture rail entre les deux pays. À l'époque, la musique servait de réconciliateur le temps d'une soirée et faisait oublier les différents politiques. Avec la musique, on peut faire passer plein de messages et je suis content en tout cas de dire que en fait, c'est mes deux pays, quoi. Aujourd'hui, le rail est au cœur d'une polémique. Aussi bien l'Algérie que le Maroc revendiquent l'inscription du rail au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Comme pour la paternité du couscous, les deux pays débattent sur l'origine géographique du rail. Une controverse qui n'empêche pas les artistes algériens et marocains de se réunir une nouvelle fois. Et c'est sur ces notes que s'achève le journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur France 24. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militants des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur France24.com.